Bonjour à tous. Merci. Bonjour Edouard. Comme avec Will, on a l'habitude de commencer par un petit point sur le groupe. Voilà, si on peut avoir des nouvelles, s'il vous plaît, des blessés, des éventuels incertains ou retours. Merci. Oui, le point sur le groupe, mais aussi avant de parler du groupe, juste vous donner des nouvelles de Will qui a donc dû s'absenter aujourd'hui pour une urgence familiale. C'était difficile pour lui évidemment de ne pas être avec nous, mais que ce soit le staff sportif, le staff perf, mais aussi la direction. Tout le monde a été très clair que sa seule place aujourd'hui, c'était d'être avec ses proches. Et la réaction du groupe a été top. Donc c'est important de le souligner. Will sera de retour demain pour le match. Concernant le groupe ensuite, il y a les blessures de longue durée qui progressent bien, que ce soit pour Johanner Chavez, Martin Satriano, Rémi Labou-Lascari qui ont une semaine positive, ainsi que Denis Petric qui continue sa réva à lui. La seule nouvelle, c'est la petite gêne musculaire de Jérémy Agbonifo qui lui ne sera pas disponible pour le match de ce week-end et qui sera de retour avec le groupe en début de semaine prochaine. Bonjour. Sur Le Havre, quel regard vous portez sur cette formation pour le match de demain? Une équipe sérieuse, qui évidemment, si on regarde que le classement et on se laisse piéger par le classement, on pourrait sous-estimer cet adversaire. Mais je pense que simplement le match qu'ils ont joué il y a quelques semaines à Lille montre à tous le danger qu'ils peuvent apporter sur un match. Donc la préparation a été aussi détaillée que d'habitude. Et oui, on s'attend à un adversaire qui est difficile à manœuvrer, qui a des moments de pressing hyper intéressants, mais aussi un bloc défensif qui a été solide ces dernières semaines. Et même leur dernier match qu'ils ont joué ici contre Toulouse, le match a été très serré pendant longtemps et aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, Edouard, forcément, vous travaillez pour trouver des solutions pour mettre un terme à cette période difficile, des solutions, j'imagine, le plus durable possible. Et est-ce que c'est possible de travailler comme ça sur du long terme, en sachant que là, vous préparez quelque chose pour Le Havre, mais on sait aussi que, un peu comme dans la continuité de votre saison, contre Marseille, il faudra un peu tout changer parce qu'il y aura beaucoup de suspendus. Voilà, c'est un peu quelque chose, un peu le fil rouge de votre saison. On a beaucoup parlé du mercato, mais c'est vrai que dès la première partie de saison, il y a eu des blessures, il y a eu des suspensions, les deux mélangés. Voilà. Est-ce que vraiment vous êtes en mesure cette semaine de travailler pour trouver des solutions durables? Oui, il y a deux parties à ça. Il y a la partie tactique, le choix d'un système ou d'un autre pour un match. Mais au-delà de ça, il y a aussi les principes de jeu et l'identité de l'équipe sur laquelle on travaille depuis le premier jour, qui collent clairement à l'identité du club aussi. Et le plus important, c'est ça. Et ça a peut-être été une des déceptions pour nous quand on a revu et analysé les 3 derniers matchs, c'est qu'on avait perdu un peu de cette intensité et de cet impact qu'on voulait avoir. Donc cette semaine, ça a aussi été pour nous une question de revenir à nos bases, de qui nous sommes. Donc on va vouloir demain de mettre cette intensité et cet impact dès le début du match. Et puis oui, le choix d'un système ou d'un autre, mais oui, il a toujours été clair là-dessus, qu'on veut être flexible d'un système à un autre. Donc à nous simplement à continuer de travailler sur nos principes de jeu avant tout, et puis d'être prêt avec une animation ou celle qu'on choisit en tout cas pour le prochain match. Oui, il avait parlé de nombreux chantiers après le mercato. Vous en êtes où dans ce processus un peu de reconstruction par rapport à ce que vous souhaitez voir dans les contenus de match? Et plus loin, clairement. Chaque semaine nous aide à être plus avancé. Et c'est un travail qui se fait sur plusieurs dimensions. Cette dimension des principes de jeu et des principes d'identité. Il y a un travail tactique qui est fait, mais aussi un travail physique pour permettre aux nouveaux jeunes joueurs qui arrivent de s'adapter le plus vite possible. Donc nous, on est clairement mieux aujourd'hui qu'il y a quelques semaines aussi.
Et aussi décevant que les derniers résultats et les dernières performances ont été. La semaine d'entraînement ici a été très positive. Ça permet une remise en question de tous, des joueurs individuellement, de nous staff, et puis une remise en question du collectif pour partir, je ne vais pas dire sur une feuille blanche, mais en tout cas partir le plus frais possible dans les jambes et dans les têtes pour le match de demain. Bonjour Edouard. Une petite question par rapport aux cadres. Alors vous avez perdu des cadres évidemment sportifs, mais aussi des cadres de vestiaire. Dans une période comme celle-là, qui est particulière forcément, difficile, on essaie évidemment en général de se regrouper autour des cadres. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont un peu sorties là justement, qui se sont révélées, qui étaient là avant et qui ont besoin du coup, enfin qui ont ressenti le besoin d'être un peu plus en avant et de prendre un peu plus la parole par exemple sur les derniers matchs? Merci. Oui, et c'est pas une nouvelle prise de parole. On aime bien parler d'une prise de parole alors par le jeu et de montrer par le jeu l'impact dans le jeu avec ballon, sans ballon. Et clairement, des départs, c'est une opportunité pour des nouveaux d'avancer et de prendre plus de responsabilités. Et il y a plusieurs super exemples. Le développement super rapide de Neil El-Enaoui sur les dernières semaines et l'ampleur qu'il prend dans le jeu a été vraiment positif. Donc lui, c'est un des bons exemples. Andy Diouf, même si on en a discuté cette semaine, Andy a eu un match un peu plus compliqué à Nantes la semaine passée, mais il prend de plus en plus d'importance cette saison dans le jeu, dans le vestiaire aussi. Donc ça, c'est deux exemples en tout cas, pour ne citer que, de cette opportunité que ça représente pour certains joueurs de ce départ des cadres. Edouard. Un mot sur Mathew Ryan qui vient juste après en conférence de presse. Il a rapidement pris aussi lui une dimension. Alors le poste impose ça forcément, mais est-ce que vous êtes surpris par le fait que voilà, ils prennent la parole, qu'il ait fait aussi un match pour le coup solide à Nantes. Voilà, parlez-nous un peu de son intégration générale. Merci. Surpris, non. Le travail qu'on avait fait avant son arrivée pour être sûr, pas juste du joueur, mais du profil que c'est, de la personne que c'est. On avait des certitudes là-dessus. Que ce soit son passage en Belgique, au club de Bruges, où on a pu discuter avec beaucoup de personnes là qui étaient tous hyper positifs par rapport à la personne que c'est. Mais aussi ses passages à Brighton et Arsenal en Angleterre, où les différents contacts nous ont permis d'être certains. Donc clairement pas. Et puis le profil de joueur que c'est, là aussi on avait des certitudes. Il y a toujours cette question, disons, par rapport à ces 6 derniers mois en Italie où il a moins joué. Et donc ça, c'est un échange avec le joueur de son ressenti physique et comment lui gère individuellement pour reprendre ses repères le plus vite possible. Mais là, son expérience l'aide grandement, en tout cas, pour que cette adaptation soit le plus fluide possible. Bonjour Edouard. On a parlé beaucoup d'arbitrage avec vous, notamment avec l'accumulation des cartons rouges. Il y a eu un événement à Auxerre avec le président de l'OM et les arbitres qui réagissent derrière en se disant qu'ils ne veulent plus de dirigeants sur l'aire de jeu. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre ou est-ce que tu as un avis là-dessus? Un avis, non. J'avoue que je suis avant tout concentré sur ce qui se passe entre les lignes blanches. Donc non, un avis là-dessus, je ne vais pas en donner. Simplement, comme amoureux du foot, nous, ce qu'on aime, c'est de parler de ce qui se passe entre ces lignes blanches, justement. Et que ça soit... parce que nous aussi, on reste des supporters. Et clairement, on passe notre temps à discuter sur le jeu, sur l'effet de jeu et le contenu des matchs, principalement.
Bonjour Matt. C'est fini. Vous aviez dit au coach en arrivant que vous parleriez français au bout de 3 mois, je crois. Est-ce que c'est compliqué d'apprendre le français? You got it? It is difficult to speak in French. Yeah, if you tell the coach after 3 months, you'll be able to speak in English, in French. In French. Ah. Bon, j'essaie de parler en français, que je fais leçon toujours semaine avec un professeur. Je pense que avec mon français et italien que j'apprends en Espagne et en italien m'aide en apprendre français plus rapide. Mais aussi, j'aimais beaucoup de temps en faire les leçons avec le professeur. Pourquoi pour moi communiquer avec l'équipe, c'est tout important. En ce moment, mon niveau de français est comme ça. Pour moi, plus difficile pour comprendre et écouter, parce que, comme j'ai dit, la langue, comme j'ai vu, quand j'ai lu une phrase, pour moi, c'est plus difficile pour lire que parler. Et comme ça. Merci. Bravo déjà. Bravo. Vous avez beaucoup voyagé justement. Est-ce que il y avait des équipiers, des collègues de foot qui parlaient énormément de langues aussi, qui vous ont peut-être inspiré avec l'idée de vouloir en apprendre d'autres au cours de votre carrière? Merci. And you traveled a lot during your career. Do you have teammates that inspired you to learn a new language? Mon premier club, Club Bruges, j'étais là avec un ami qui c'était d'Espagne et je rappelle quand vous allez parler when he spoke. Quand vous parlez. I can switch to English, right? But when he spoke with his Spanish teammates or Spanish-speaking teammates, and I couldn't understand. It was my first club, leaving Australia. I was jealous that I couldn't understand when he was speaking Spanish to his to my other teammates who spoke Spanish also, and I was jealous that I couldn't understand. So after Club Brugge, when I arrived to Valencia, I immediately had interest in learning Spanish, and so when I signed in Valencia, I left my PlayStation in Belgium. I left it behind because I wanted to make the effort to study a new language, and that was how I first learnt Spanish, and I realized how important a skill that it can be and how cool it is to speak another language, and it obviously helps to adjust to a new country and a new environment, not only with the team and to communicate, but also for me and my girlfriend, who she also is taking French classes. It can help us with our day-to-day life in Arras, where we are living, and these sorts of things, and just to make the most of an experience, living in France and playing in France. I think it's always nice to maximize the experience and try and embrace the culture and respect the culture. Désolé. Voilà, son début était en français, mais il se souvient que quand il était en Espagne et en Belgique, au Club Bruges, il avait un coéquipier espagnol et il était jaloux de ne pas comprendre justement, de pas comprendre cette langue. Après, quand il a bougé, il s'est intéressé vraiment à la langue du pays. Et puis, quand il arrive en Espagne, sa première
volonté, c'était de laisser la PlayStation qu'il avait laissée chez lui. Il voulait vraiment faire l'effort d'acquérir cette compétence. Il a réalisé que c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, et à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. De s'adapter, ça permettait de s'adapter à son nouvel environnement beaucoup plus rapidement. C'est le cas pour lui, mais aussi pour sa petite copine, qui lui aussi prend des cours. Voilà, en global, apprendre le langage, ça fait partie aussi de tirer un maximum de son expérience et d'apprendre de la culture du pays où il joue. Bonjour. Qu'est-ce que vous connaissiez du championnat de France avant d'arriver à Lens? Yeah, I mean, it's my first time obviously playing in France. I guess my opinion of the French league was that it's a very strong competition, and for me it's probably the fifth best league in Europe, in the world. I always thought that England was the best, and Spain, Italy and Germany were perhaps just, maybe a level above France, but since coming here, it definitely appears to me that it's a stronger level overall than Holland and Belgium, where I've played in the past, and I'm really impressed by the standard and the level of the competition, and I'm really enjoying the competitiveness of the games so far, and trying my best to help the team be as successful as we can be. Alors c'est évidemment la première fois qu'il évolue en France. Son opinion sur le championnat, avant d'arriver, il pensait que l'Angleterre était au-dessus, l'Espagne, l'Allemagne également, mais il a été assez surpris. Il considère que c'est au-dessus de la Belgique, là où il a évolué, mais il a été impressionné à la fois par les confrontations et la compétitivité du championnat. Voilà, lui, il veut faire son mieux pour s'intégrer et puis participer à ce niveau de championnat. Hi Mathew, what can you say me about Le Havre? About my arrival? No. What can you say about the opponent of tomorrow? Tomorrow, Le Havre. Yeah, I mean, the last couple of days, we've obviously been doing some video analysis on how they play. We're expecting a difficult match. We obviously played against them not too long ago, just before I arrived, and it was a difficult match. And I think we can expect from them that they're quite aggressive and they want to press high and try and put us under pressure. And yeah, we know that we have to be on the top of our game in order to do what we want to do in the match, and obviously create opportunities to win the match. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été diffusées aux joueurs pour savoir comment ils jouaient. On imagine que ce sera un match très difficile. Au match aller, ça correspondait juste après son arrivée. Il avait été, voilà, ça confirmait ce qu'il pensait. Il s'attend à un pressing assez haut de la part de l'adversaire. Et pour Mathew, il faudra être au top, imposer vraiment son jeu pour se créer des occasions et espérer gagner le match. Mathew, on a tendance en France à dire que pour les gardiens, l'arbitrage en France n'est pas forcément le même qu'on peut voir par exemple en Angleterre, où les contacts sont beaucoup plus rudes, et qu'ici en France, dès qu'il y a un petit contact, le gardien peut potentiellement récupérer une faute. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que ça peut changer la manière d'évoluer quand on est un gardien de but? Merci. The difference between the different leagues? No. Usually we say that the goalkeepers are protected by the referees. In France? Yes. It's
not the same in England. Do you think it can change? Yeah, for me, in my experiences, I've obviously played in quite a few countries, and with every country, needs to be an adaptation on how to play. For example, comparing, probably the goalkeeping position of, when I played in England, it's probably the most adjustment needed in terms of crosses and high balls. I think that's a combination of the referees in England, I think, seem to let a lot more contact go without viewing it to be a foul, in regards to the goalkeeper. I think, they're less likely to whistle free kicks and all these types of things when there is contact with the goalkeeper in England, through what I experienced when I was there. And I know that I had to adjust my decision making around that as well. That also perhaps had something to do that when I first arrived to Brighton, we were playing a lot lower defensively, and the characteristics of a defence in England, I think, is a lot of big, strong defenders and really tall, and a lot of the the opposition team, they get lots of crosses in the box, and they really attack these crosses with a lot more vigor and a lot more athleticism and all these types of things. And the defences in England played a little bit deeper. So I remember thinking there in Brighton that, I'm going to let my big central defenders deal with a lot of the crosses. I mean, I will still try to come and help when I can, but I let them deal with the crosses, and I'll just, pick up the pieces, clean up if there's a ball that's dropped there, or, a shot and whatnot. And in comparison, playing in probably, all other leagues, I kind of feel a little bit more confident in coming out and claiming a ball, because I don't think there were, I think there's a method of sort of attacking players away from England, like in the leagues in Europe, where they hear a call from a keeper and they sort of more often than not will leave the ball, and it's then a little bit easier to come out and claim. But in saying that, there is obviously contact at times as well, and you just got to be prepared for every moment and make the right decisions. If there's going to be contact, then maybe you opt to punch the ball instead of to try catch it, in certain moments. Or if you're going to catch the ball, sometimes you're going to have to catch it with contact. So that's obviously just a few of the scenarios as a goalkeeper that we face. Merci Hugo, je suis désolé, j'ai pas tout, mais de mon expérience, puisqu'il a évidemment joué dans plusieurs pays, il faut toujours s'adapter sur comment jouer. La position en Angleterre, où il y a beaucoup de centres et où les arbitres laissent beaucoup plus de contacts. Là, il y a beaucoup moins de coups francs qui sont accordés. Donc voilà, c'est une question d'adaptation. Lui adapte ses décisions par rapport au pays, par rapport à l'équipe là où il a joué. Alors, il a beaucoup parlé de l'Angleterre, où il décrivait la façon de jouer des défenseurs. Voilà, il se devait d'attaquer plus les centres avec beaucoup plus de vigueur. Voilà, après, je ne sais pas où il a situé ça, mais c'était parfois il se dit que sur ses sorties, il doit gagner en confiance, parce que parfois il y a des moments où il faut aller faire des prises de balles, parfois dégager. Donc il est en adaptation quasi permanente.